En 2016, lorsque Claude Guéant est condamné pour avoir détourné 216 000 euros, ce dernier ne se prend que 75 000 euros d'amende et 2 ans avec sursis. Alors qu'en théorie, le détournement de fonds et la complicité sont punissables de 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Par contre, un SDF qui vole 17,20 € de nourriture en mai de la même année, il prend lui 2 mois de prison ferme. Seriously? Alors, une question se pose donc nécessairement aujourd'hui en France, 227 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, serait-il malheureusement possible que certains citoyens soient plus égaux que d'autres? Alors je vous vois déjà arriver avec votre air député. Derrière votre écran, tu nous apprends rien, ils sont tous pourris. Rangeons nos fourches, éteignons nos torches, car il convient de remettre certaines choses dans leur contexte. Déjà, la frange abusive, elle reste minoritaire. Chaque jour, il y a des millions de personnes appartenant au système que l'on adore décrier, qui se lèvent tôt pour que tout continue de fonctionner correctement en France. C'est d'autant plus admirable que ces derniers sont parfois au plus près des abus perpétrés par d'autres, ce qui n'est jamais très bon pour la motivation. Pour cet épisode, nous nous concentrerons uniquement sur les parlementaires. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que le terme recouvre, ça recouvre les députés et les sénateurs. Pourquoi eux? Parce qu'il s'agit des gens qui proposent et votent les lois. S'ils se retrouvent trop avantagés par l'État, comment ils peuvent voter des lois pour améliorer le quotidien des simples citoyens que nous sommes? Puisque finalement, le quotidien, ils ne le connaissent pas. Déjà, quand on essaie simplement de faire un point sur les avantages inhérents à leur fonction, on tombe sur un hic. Il existe des inégalités de traitement entre un parlementaire qui travaille dans le public et un citoyen lambda. L'indemnité basique mensuelle d'un sénateur ou d'un député, elle est de 5 514 € brut. L'idée, c'est pas de créer une polémique autour du montant du salaire d'un parlementaire. C'est un montant qui est naturellement élevé car il a pour but initial de stopper toute volonté d'accepter des à-côtés et donc de freiner toute forme de corruption. Mais cette indemnité de base, elle est complétée par une indemnité de résidence de 165 € et par une indemnité de fonction de 1 420 € brut. Alors le montant peut commencer à paraître élevé, mais n'oublions pas que ces derniers paient aussi des impôts et qu'ils occupent parmi les plus hauts postes de l'État français. Basculé en net, le salaire n'est d'ailleurs plus que de 5 379 € par mois, ce qui est globalement le salaire mensuel net d'un cadre parisien. Là où les vraies inégalités commencent, c'est que l'indemnité de fonction dont je vous parlais juste avant, elle est non imposable, et que le salaire est aussi complété par l'IRFM. Et non, ce n'est pas une radio. IRFM. Il s'agit de l'indemnité représentative des frais de mandat, genre des notes de frais, et elle est elle aussi non imposable, elle aussi entre 5 779 et 6 037 €. Et en fait, c'est devenu un complément de salaire, car si le but initial de l'IRFM était d'assumer les frais professionnels inhérents à la fonction de parlementaire, elle est trop souvent utilisée comme complément de salaire, puisqu'elle n'est pas contrôlée et ne nécessite aucun justificatif, ce que personnellement, je trouve absolument fou. Aucun contrôle, zéro justificatif à fournir. Combien de fois dans l'histoire de l'entreprise, il a été impossible à un salarié de se faire rembourser en note de frais un ticket de métro à 1,90 € qu'il avait perdu? Là, faute de contrôle aléatoire ou d'une simple vérification de justificatif, Cahuzac, par exemple, utilisait son IRFM dans un magasin de hammam et piscine. Et s'il m'écoute, je lui déconseille d'aller se baigner, c'est beaucoup trop dangereux pour un homme qui dérive autant. À tout cela s'ajoute une cinquième enveloppe qui varie entre 7 548 € et 9 504 € bruts sous forme de crédit que les parlementaires ne peuvent utiliser uniquement pour rémunérer leurs collaborateurs. Pas d'arnaque dessus. Enfin, pas d'arnaque. Si, puisqu'il est possible en fait de reverser sans justification 50% de cette troisième enveloppe dans son IRFM qui pour rappel est dilapidable sans aucun contrôle et qui n'est pas imposable. Voilà. Donc niveau fils de puterie, on est à 8 sur 10 sur l'échelle de Balkany, c'est plutôt balèze. Alors ok, les parlementaires sont logiquement bien payés. Ce qui est moins normal en revanche, c'est qu'une partie de ce qu'ils touchent soit non imposable, partie plus ou moins importante, en fonction de l'honnêteté de l'individu et donc de la part d'IRFM qu'il attribue à ses dépenses perso. Dans le plus grand des calmes, ceux qui abusent le plus peuvent bénéficier d'un bonus de plus de 50% de salaire non imposable. Et c'est un premier problème, car cela leur donne un statut différent de celui du contribuable qui voit ses impôts augmenter inexorablement, année après année, et reste imposable sur la totalité de son salaire. Après, l'argent ne fait pas tout dans un statut, on peut aussi parler du chômage. Deux cas de figure. Le premier, le parlementaire est issu de la fonction publique. En cas de défaite et de perte de son mandat, il retrouvera directement son ancien poste. Le mec saute le chômage et passe directement au dessert. C'est vrai que c'est pratique. Second cas de figure, pour les parlementaires issus du privé, surprise générale, leur chômage est moins avantageux que le régime général. True story. Enfin, moins avantageux d'un point de vue pécunier uniquement, puisqu'ils ont l'avantage d'avoir droit à des indemnités, même lorsqu'ils sont démissionnaires. Mais même si leur chômage est globalement moins avantageux que le régime général, il n'a concerné que 11 députés sur 577 en 2012. Autant vous dire, personne. Le chômage n'est donc une préoccupation des parlementaires que lorsqu'il touche les autres. Et puisqu'on parle des sujets qui fâchent, parlons du système de retraite des parlementaires suffisamment avantageux pour faire passer les avantages du cheminot syndiqué dont on nous parle à longueur d'année pour une personne désavantagée socialement. Parce que jusqu'en novembre 2010, avec les opacités des salaires dont on a parlé plus tôt, les députés pouvaient payer leurs cotisations plus vite.
Cela permettait donc aux parlementaires de cotiser 22 ans et demi pour une retraite complète contre plus de 40 ans aujourd'hui pour un salarié. Cela permettait aussi à un député de toucher une allocation vieillesse de 1 500 € net pour 5 ans de mandat et de 6 000 € après 20 ans de mandat. Donc ça, c'était donc avant, on appelait ça la double cotisation. La double cotisation, je suis désolé. Alors heureusement, depuis novembre 2010, cette odieuse pratique a été pourfendue, ou presque, parce que si on parle d'une baisse de la pension post-réforme de près de 30%, ils ont toujours accès à un régime particulier. Et si on fait les comptes, un député est encore assuré de toucher près de 1 200 € de pension après un premier mandat de 5 ans, soit un montant quasi équivalent à celui de la pension médiane touchée par les Français, environ 1 300 € après une carrière complète. C'est fou, surtout quand on sait que les cotisations des députés ne couvrent que 12% de la totalité des prestations versées par leur caisse de retraite. Je vous laisse imaginer qui paie le reste. Si l'on cumule avec un fort problème d'absentéisme, qui lui non plus n'est pas très contrôlé et encore moins sanctionné quand il l'est. Des parlementaires comme par exemple François Vendasi, ancien sénateur de la Haute-Corse, peuvent toucher une retraite conséquente pour 1 jour de travail au Sénat par an, soit une retraite monstre pour 9 jours de boulot sur la totalité de ses mandats. Plutôt rentable et plutôt injuste. Il est donc difficile de considérer que les gens qui votent les lois en France aujourd'hui soient à égalité avec les citoyens qui les subissent. Et forcément, on perd confiance dans ces institutions lorsque l'on sait tout ce que je viens de vous dire. Mais le vrai problème, ce n'est pas uniquement les inégalités légales et parfois franchement immorales dans le statut de parlementaire et celui de citoyen, mais les abus que ce système engendre. Car lorsqu'une personne se pense supérieure au reste de la population, qu'elle côtoie une minorité d'autres gens qui partagent son opinion, et que ces gens ont la possibilité de voter, modifier ou bloquer des lois à 4 dans l'Assemblée en pleine nuit, qu'est-ce qui les empêche d'en profiter ? Parce que même quand des députés tentent de limiter les abus, d'autres les contre. On fait 2 pas en avant, un salto en arrière. Par exemple, depuis peu, les députés doivent déclarer leur patrimoine sans en omettre la moindre virgule. Un texte de loi était apparu en 2010 avançant qu'un élu tricheur pouvait être condamné à une lourde amende, de la prison ferme et une inéligibilité éventuelle. Eh bien, Christian Jacob et Jean-François Copé ont voulu la même année déposer un amendement s'opposant à la création d'une incrimination pénale spécifique pour les députés faisant de fausses déclarations. Comme ça, posément. Ils ont essayé de nous couper l'herbe sous le pied, si je puis dire. Alors heureusement, les conséquences ne sont pas faites attendre, levée de bouclier à gauche et à droite, ça reste encore rassurant. Cela dit, ils ont quand même réussi à faire discrètement sauter la peine de prison prévue par la loi initiale. Du coup, encore aujourd'hui, un élu qui a fait une évaluation volontairement mensongère de patrimoine visant à camoufler une partie, Cahuzac style, pourra juste être puni de 30 000 € d'amende. Et là, on se rappelle du SDF qui prend 2 mois pour 17,20 € de vol, et ça pique. Et finalement, c'est un problème plutôt symptomatique des dérives des parlementaires. Tous ne sont pas pourris, mais il persiste une certaine complaisance envers les pourris qui ne peut qu'encourager les citoyens que nous sommes à perdre confiance en la politique. Un bon exemple reste celui des retraites des anciens présidents, qui nous coûtent pour rappel près de 10 millions d'euros par an. Exactement 10,3 millions. Le tout ne reposant sur aucune base juridique, puisque cela découle d'une décision signée en 1985 par Laurent Fabius, alors Premier ministre de François Mitterrand. Et ce qui rend fou, c'est que personne n'a tenté de faire quoi que ce soit avant la tentative timide de François Hollande d'organiser une étude pour voir si en France on n'offrait pas trop d'avantages à nos ex-présidents pour ne finalement mettre en place qu'une timide dégressivité des avantages. Et pourtant, de nombreuses solutions existent et chacun a son rôle à jouer. Parce que chez moi, ça sent pourri, j'ouvre la fenêtre, j'aère, voilà. Là, c'est pareil. Il y a 2 idées actuellement à l'étude qui pourraient permettre un nettoyage drastique des pourris qui s'accrochent comme une belle plaque d'humidité sur les murs de nos institutions parlementaires. La première, ce serait d'exiger d'avoir un casier vierge pour pouvoir être parlementaire. Parce qu'en France, il faut un casier vierge pour exercer 396 métiers, mais pas pour être parlementaire. Et ça craint. Un élu récidiviste ne devrait pas avoir le droit de se représenter. Je doute que les 3 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité qu'encourt Cahuzac l'empêchent de revenir en politique. Mettre en place cette mesure simple tranchera définitivement le débat sur l'inéligibilité et les durées à appliquer en fonction de la transgression. Une façon d'ouvrir la fenêtre pour faire entrer un peu d'air frais. Une seconde manière d'y parvenir, ce serait d'entamer un vrai débat sur le non-cumul des mandats. On parle souvent de non-cumul des mandats tout court. Un parlementaire ne devrait être que député ou sénateur et pas député et maire, par exemple, parce que ça lui prendrait trop de temps, on ne peut pas être concentré sur les 2 fonctions à fond, ça demande du dévouement, et en plus il peut y avoir des conflits d'intérêts. Espérons que 2017 verra la fin de cette pratique et des conséquences néfastes qu'elle encourage. Ce dont on parle moins par contre, c'est le non-cumul dans le temps, qui encourage les parlementaires à devenir des politiques de carrière. L'occupation de parlementaire, elle ne devrait pas être un métier, mais un engagement temporaire. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est le député Laurent Ganguillaume, député PS, qui a décidé de ne pas se représenter après 2017, car il considère avoir fait ce qu'il avait à faire après 10 ans de mandat.
L'intérêt de cette mesure, mettre en place une date de péremption sur la fonction de parlementaire, ce qui pourrait accélérer la circulation des parlementaires au sein des assemblées, permettant de rééquilibrer la provenance de ces derniers entre privé et public et favoriser la diversité et la mixité qui font toujours cruellement défaut chez les parlementaires. Je suis d'accord avec vous, ça pue grave, mais élection, pétition, partage des informations, à vous de choisir votre façon de procéder pour ouvrir la fenêtre, tant que c'est pas pour sauter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la partager si ça vous semble utile. Merci à tous ceux qui soutiennent le projet sur Tipeee, un gros pouce en l'air, vous êtes top, soutenir le projet comme ça me fait vachement plaisir. Merci beaucoup. Je le dis pas assez, mais merci aussi à tous ceux qui commentent, qui partagent, qui likent les vidéos. C'est difficile de répondre, même je réponds très rarement sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de commentaires, mais voilà, sachez que je les lis et que ça me fait vachement plaisir à chaque fois. On se retrouve normalement dimanche pour un T'imagines si, normalement, si tout va bien. Quand je fais cette vidéo, je crois que tout va bien se passer, mais il est possible que ça se passe pas bien. Donc voilà, normalement dimanche, il y a un T'imagines si. On se retrouve aussi la semaine prochaine, donc même jour, pour un autre épisode d'un autre format où on va se poser une question un peu différente de d'habitude. Love, peace, ciao. Have you seen what happened on the election? Crazy shit, hein? C'est une fin de tournage, mesdames et messieurs.